Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Docteur Maman Solo est de retour avec sa casquette de soignante de la femme pour aborder un sujet qui touche une femme sur 10 dans le monde. Des femmes qui, pour la plupart, sont ignorantes du diagnostic de leur maladie. Ces femmes me disent souvent «Avoir mal, c'est normal, docteur, donc on fait avec». Ou bien «Oh, j'ai mal pendant mes règles, mais j'y suis habituée depuis le temps, vous savez». En fait, elles ne savent tout simplement pas qu'avoir mal pendant les menstrues, c'est parfaitement anormal. Car les symptômes qu'elles présentent sont effectivement liés à une maladie gynécologique et pour certaines même une maladie systémique, ce qui veut dire qu'elles touchent d'autres organes que les organes génitaux. J'ai nommé l'endométriose, ou plutôt les endométrioses, car il y en a plusieurs types et chaque type a une symptomatologie propre à chaque femme. Mais l'endométriose, c'est quoi ? Pour comprendre, il faut déjà que je vous explique comment est fait l'appareil génital féminin, afin que vous compreniez comment se développe l'endométriose et quelle est sa probable origine. Bon, par le moment, les chercheurs n'ont que de belles hypothèses qui sont en cours d'étude actuellement auprès de patientes atteintes d'endométriose. Donc l'appareil génital féminin se compose grossièrement de 3 entités principales. Le vagin, en forme de tube de 10 à 15 cm de long, qui débouche au col utérin. Il est très extensible et il est le lieu de dépôt des spermatozoïdes lors des rapports sexuels et également le lieu de passage du bébé lors de l'accouchement. Au-dessus, vous avez l'utérus, l'organe le plus important, en forme de coupe, dans lequel se développe l'embryon, puis le fœtus, pour donner un beau bébé. Et puis des deux côtés, vous avez les ovaires, au nombre de 2, qui sont des producteurs de graines, appelés ovocytes ou alors ovules, attachés au périmètre de chaque côté de l'utérus par des ligaments. L'utérus communique avec des conduits de chaque côté, des espèces de tuyaux, appelés les trompes utérines ou trompes de Fallope, qui se terminent par une extrémité en forme d'entonnoir frangé, qu'on appelle le pavillon, s'ouvrant vers les ovaires de chaque côté, pour aspirer et accueillir les ovules qui s'évacuent à chaque cycle d'un ou des 2 ovaires. L'utérus, qui ressemble à une coupe, se compose de 3 couches ou tuniques de l'intérieur vers l'extérieur. Donc à l'intérieur, on a l'endomètre, constitué en grande partie de cellules glandulaires et de vaisseaux sanguins, qui forment le nid de la grossesse et qui est à l'origine des règles à chaque cycle. Au milieu, nous avons le myomètre, constitué de cellules musculaires qui se contractent et se relâchent pour évacuer les règles à chaque cycle et également pour expulser le bébé lors de l'accouchement. Et puis, à l'extérieur, vous avez le périmètre ou l'adventice qui protège l'utérus des autres organes pelviens. Petit aparté spirituel. Allah nous dit dans la sourate Az-Zumar, sourate 39, verset 6. Il vous a créé d'une personne unique et a tiré d'elle son épouse. Et il a fait descendre, créer, pour vous 8 couples de bestiaux. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Et dans une autre version, dans une obscurité en 3 étapes. Tel est le Dieu, votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté. Oh oui, il est le roi de la création. Ici, les ténèbres dont il parle peuvent être comprises comme les 3 couches de l'utérus, l'endomètre, le myomètre et le périmètre dont je viens de vous parler. Mais cela peut également décrire les 3 étapes cruciales de la grossesse au sein de l'utérus, l'embryogenèse, l'organogenèse et la croissance fœtale. Subhanallah. Allah nous a renseignés sur le développement de la grossesse dans le noble Coran il y a plus de 1400 ans. Allez, revenons à l'endométriose. Si je vous ai détaillé l'anatomie de l'appareil reproducteur féminin, c'est pour que vous compreniez les hypothèses de genèse de l'endométriose que je vais maintenant vous exposer. On pense que l'endométriose est une maladie plurifactorielle, d'où la floraison d'hypothèses sur les mécanismes de sa genèse. En fait, elle vient de plusieurs facteurs. Plusieurs théories existent et des études sont en cours pour les confirmer ou les infirmer. Mais les hypothèses les plus répandues sont les suivantes. La première, la théorie du reflux menstruel ou de l'implantation. En fait, au cours des règles, des contractions du myomètre, qui est donc le muscle utérin dont je vous ai parlé, permettent l'évacuation du sang et des débris endométriaux vers le vagin, donc vers le bas. Mais ces contractions occasionnent aussi un saignement remontant vers le haut par les trompes de Fallope, qui amèneraient donc des fragments d'endomètre dans la cavité abdominopelvienne. Ces fragments se fixeraient ensuite sur la surface du péritoine, qui est la membrane, l'espèce de poche qui recouvre les organes abdominaux. Et on pourrait également la voir à la surface des organes du pelvis, donc à commencer par l'utérus, les ovaires de chaque côté, la vessie devant et le rectum derrière.
Ce qui expliquerait les formes les plus fréquentes d'endométriose avec atteinte des ligaments utérosacrés. Ce sont des sortes de cordes qui maintiennent l'utérus en place dans le pelvis et qui s'attachent au sacrum, qui est la partie osseuse arrière de notre bassin. Mais vous me direz, le reflux menstruel vers les trompes existe chez la plupart des femmes de manière mécanique en fait, et pourtant seuls 10% développent de l'endométriose. L'hypothèse serait peut-être une défaillance du système immunitaire de certaines femmes qui serait en cause de la persistance des lésions à l'extérieur de l'utérus. En effet, le système immunitaire n'accomplirait pas son rôle de suppression de ces cellules en fin de cycle menstruel. Car habituellement, toute cellule anormale ou différente de l'organe sur lequel on la trouve est repérée par le système immunitaire et détruite par ces cellules et évacuée de notre corps, pour éviter des infections, l'inflammation ou la cancérisation même des tissus. Une autre hypothèse très répandue est celle de la migration à distance, qui stipule qu'au fil des cycles menstruels, des lésions de l'endomètre se créeraient au sein du tissu sain de l'endomètre à cause d'un défaut de réparation vasculaire après la destruction de l'endomètre lors des menstrues. Ces lésions seraient remplacées par du tissu moins différencié mais ressemblant à l'endomètre, qu'on appelle la métaplasie. L'endométriose pourrait être le résultat de la dispersion de ces cellules transformées de l'endomètre via les vaisseaux lymphatiques et vasculaires du pelvis. D'où les localisations comme le vagin, le col de l'utérus, l'ombilic, qui sont effectivement les organes autour de l'utérus, et donc drainés par les lymphatiques et les vaisseaux. La théorie la plus récente est rapportée par des chercheurs japonais et les auteurs de l'étude soulignent la découverte d'une infection bactérienne au niveau de l'endomètre, la bactérie Fusobacterium, qui pourrait être responsable d'une réponse du système immunitaire inadaptée. Cette bactérie favoriserait l'inflammation dans les cellules de l'endomètre, puis dans d'autres zones de la cavité pelvienne, voire de la cavité abdominale. Mais l'étude ne portant que sur un faible nombre de patientes, de nouveaux travaux doivent être menés pour confirmer ou non cette hypothèse. Elle aurait donc un effet sur le microbiote. Et l'on sait que le microbiote est une clé non négligeable de notre système immunitaire. Il y a bien sûr d'autres hypothèses à explorer, et celles proposées sont également en cours d'exploration plus approfondie pour trouver de nouvelles stratégies de traitement. On évoque notamment le rôle des perturbateurs endocriniens qui explosent dans nos produits de consommation au quotidien, que ce soit au niveau alimentaire ou au niveau cosmétique, ou même dans les produits d'hygiène, ou la possibilité d'une hérédité génétique et épigénétique. Alors maintenant vous allez me dire, mais pourquoi on dit des endométrioses et non juste l'endométriose ? Mais parce qu'il en existe différentes formes d'endométriose et qui sont classées par les gynécologues en fonction de leur localisation dans le corps. Et vous l'aurez, j'espère compris, ces différentes localisations dépendent des mécanismes que je vous ai décrits juste avant. Les professionnels des endométrioses les classent comme suit. L'endométriose superficielle ou péritonéale, qui désigne la présence d'implants d'endomètre ectopiques localisés à la surface du péritoine. Ectopique parce que c'est à distance de l'origine, à savoir l'utérus, de ces implants d'endomètre. Et le péritoine, c'est cette paroi vascularisée qui entoure les viscères de l'abdomen. Ensuite, il y a l'endométriose ovarienne. L'endométriome ovarien est un kyste de l'ovaire caractérisé par son contenu liquidien couleur chocolat, que l'on distingue très bien à l'échographie et à l'IRM pelvienne. Et vous avez finalement l'endométriose pelvienne profonde ou sous-péritonéale, celle que malheureusement nous connaissons le plus. Les lésions qui s'infiltrent en profondeur sont à plus de 5 mm sous la surface du péritoine. L'endométriose profonde peut toucher typiquement les ligaments utérosacrés dans la moitié des cas, le cul-de-sac vaginal postérieur dans à peu près 15% des cas, l'intestin dans un quart des cas, représenté majoritairement par la face antérieure du rectum, parce qu'elle est forcément proche de l'utérus, et la jonction recto-sigmoïdienne. Il y a également la vessie, pour 10% des cas, et les urtères, qui sont donc les petits tuyaux qui descendent des reins et qui vont jusqu'à la vessie, dans 3% des cas. Et malheureusement, l'endométriose profonde peut également aller au-delà de la cavité pelvienne, en touchant le sigmoïde, le côlon droit, l'appendice et l'iléon terminal pour les localisations les plus fréquentes. Il existe également des formes d'endométriose extra-pelvienne, notamment l'endométriose diaphragmatique et thoracique, qui sont extrêmement rares, mais très dangereuses car elles peuvent saigner directement dans le poumon et contrecarrer la respiration. D'ailleurs, un des premiers épisodes de la série de Dr House traitait d'un cas d'hémoptysie
donc une hémorragie d'origine pulmonaire, où une jeune femme atteinte d'endométriose crachait du sang plusieurs jours d'affilée de manière cyclique. Ce cas avait d'ailleurs donné beaucoup de fil à retordre à Monsieur House. Maintenant qu'on a vu les mécanismes probables de cette maladie et les différentes formes qui en découlent, intéressons-nous aux symptômes. C'est ce qui nous intéresse, parce que ce sont ces symptômes qui nous orientent vers cette maladie. On dit communément que l'endométriose est une maladie des règles, hein ? Eh bien pas que. Déjà, il est important et essentiel de comprendre une chose. Les règles ne sont pas censées faire mal. Avoir mal pendant ses menstrues, au point de ne pas pouvoir faire ses activités quotidiennes, mais c'est totalement anormal. Alors si on doit rester cloué au lit avec une bouillotte et des antalgiques, c'est encore moins normal. Que ce soit une adolescente, une jeune fille tout juste pubère, une femme sexuellement active ou une femme en périménopause, les règles ne doivent pas nous faire souffrir. Si c'est le cas, c'est un symptôme. D'ailleurs, petit aparté religieux, il n'y a aucune référence de règles douloureuses dans la sunna ou dans le Coran. Les seules sources de douleurs qui sont citées dans ces deux sources sont les douleurs de l'enfantement, à savoir de l'accouchement, mais pas de douleurs de règles. Donc les règles ne sont même pas censées faire mal de base. Et dans l'histoire, eh bien effectivement on voit que ce ne sont pas les règles qui étaient douloureuses, mais uniquement l'accouchement. Alors, avoir mal pendant ces règles, c'est bien un symptôme, et ce depuis la nuit des temps. Alors, quels sont les symptômes communs aux endométrioses ? D'abord un petit peu de vocabulaire. On appelle les douleurs de règles dans le jargon médical les dysménorrhées. Dys veut dire difficile ou défectueux, et ménorrhée, écoulement lunaire cyclique. Associées à ces dysménorrhées, certaines femmes se plaindront de douleurs pelviennes, en dehors de leur période de menstrues. Par exemple, au milieu du cycle, lors de l'ovulation. Si ces douleurs sont cycliques, qu'elles reviennent régulièrement en milieu de cycle, on pourra se poser la question d'une anomalie du pelvis, dont l'endométriose. Les dyspareunies profondes, ce qui veut dire avoir mal lors des rapports sexuels de manière profonde, est également un symptôme d'endométriose. Certaines femmes ne peuvent éprouver aucun plaisir lors des actes sexuels à cause de ces douleurs qui annihilent les hormones de plaisir. À savoir une chose les femmes, les endorphines sécrétées pendant les rapports sont parmi les plus puissantes de notre corps. Si un autre signal chimique, le signal douloureux lié à l'endométriose profonde, arrive à les annuler, à les surpasser, imaginez-vous l'intensité des douleurs. Et là, je m'adresse aux hommes. Je dis ça surtout à eux qui viennent souvent en consultation et me disent que leur femme simule la douleur pour ne pas avoir de rapport. J'ai répondu à l'un d'eux qui commençait sérieusement à me chauffer qu'on pouvait tenter une expérience masculine similaire s'il voulait. Alors l'expérience, c'est de prendre un étau et de le resserrer sur ses testicules pendant l'acte sexuel. Je lui ai quand même rappelé qu'il y aurait 0 érection de sa part s'il avait la moindre pression sur son testicule, tant la douleur elle serait insupportable. Et donc je lui ai dit « Voilà ce que ça fait à madame quand vous rentrez dedans. Et en plus vous répétez l'opération plusieurs fois, comme si on pressait fortement vos testicules. On presse, on dépresse, on presse, on dépresse. Et ça plusieurs fois de suite. Douloureux ou pas, hein monsieur ?»« Non mais... » Pareil, je devrais sûrement envoyer ce genre de suggestions aux influenceurs qui osent dire que l'endométriose, c'est la nouvelle excuse des femmes pour esquiver les rapports sexuels. Non mais les gars, si on pouvait, on aurait des rapports toute la journée. Hein. C'est juste que d'avoir mal pendant l'acte et de porter toute la charge mentale de la famille et d'assurer au travail en plus, pas parce que bien sûr, on nous a gentiment forcé depuis petite à faire des études, ou pas d'ailleurs, pour aller bosser comme des hommes dès l'âge de 18 ans. Bah tout ça, ça freine un tantinet notre possibilité de s'éclater au lit, matin, midi, 16h, soir, nuit. Vous comprenez mieux les mecs ? Voilà, c'était le coup de gueule de Docteur Maman Solo. Non mais flûte alors. Allez, j'essaie de reprendre un peu mon sérieux. Maintenant, on va parler d'un sujet qui est particulièrement sensible chez les femmes, l'infertilité. L'endométriose ne crée pas un environnement favorable à la fécondation et en fonction de l'inflammation qu'il y a au niveau du pelvis liée à l'endométriose et des implants qu'il peut y avoir sur le pelvis, notamment au niveau des ovaires, cela peut perturber également la création d'ovocytes et même l'implantation. Je m'explique. Comme je vous l'ai dit plus tôt, l'endométriose peut toucher tous les organes du pelvis et malheureusement, certaines zones sont liées à la fertilité, comme par exemple l'endomètre. Donc si vous avez de l'endométriose qui tapisse tout le revêtement d'endomètre, donc toutes les zones possibles où se fait l'implantation de la cellule œuf, qui est la réunion du spermatozoïde et de l'ovule, je vous le rappelle, eh bien en fait, l'embryon n'aura pas d'endroit où se développer, il n'aura pas d'endroit sain où s'implanter.
Donc malheureusement, soit il n'y aura pas du tout d'implantation, donc pas de grossesse qui se poursuit, soit il y aura une implantation, mais le milieu ne sera pas assez fertile pour favoriser la croissance de cet embryon, et donc il y aura une fausse couche. Un autre endroit qui peut être touché, ce sont les ovaires. Les ovaires peuvent être le siège d'implants endométriosiques. Et si on met de l'endométriose sur un ovaire, malheureusement, le tissu ovarien ne va pas avoir assez de place et assez d'hormones pour créer des ovules propres qui vont pouvoir ensuite sortir à chaque cycle et être fécondables par le spermatozoïde. Également, si vous avez des implants endométriosiques sur la trompe de Fallope, qui est donc le tuyau qui permet la communication, comme je vous l'ai expliqué, entre l'endomètre et l'ovaire, malheureusement, les spermatozoïdes n'arriveront pas à passer la trompe jusqu'à l'ovule, et donc il n'y aura pas de fécondation, donc pas de cellules œufs, donc pas d'embryon, donc pas de grossesse. Donc en ça, malheureusement, l'endométriose peut avoir un réel impact sur la fertilité et on compte à peu près 30 à 40% des femmes atteintes d'endométriose qui ont un problème d'infertilité qui nécessite une intervention médicale. Parmi les symptômes communs à malheureusement beaucoup de personnes atteintes d'endométriose, les troubles digestifs sont également fréquents, surtout lorsque le rectum ou une autre partie du tube digestif est atteinte. Ces femmes endométriosiques peuvent donc présenter une alternance de diarrhée, de constipation, et ces symptômes sont aggravés au moment des règles. Elles peuvent avoir aussi des douleurs à la défécation ou même des douleurs en dehors de la défécation que l'on appelle les ténesmes avec des contractions du rectum. Plus rarement, il peut y avoir des rectorragies, donc des présences de sang dans les selles. Et parfois, on a des phénomènes d'occlusion intestinale. Donc les femmes ont un arrêt complet de leur transit intestinal, ce qui occasionne des douleurs abdominales, des ballonnements, un arrêt des gaz et des matières. Ça nécessite une intervention médicale. Ces symptômes peuvent également être la conséquence d'un trouble fonctionnel intestinal, ou plus communément appelé le syndrome du côlon irritable, ou peut-être également la conséquence de maladies plus graves, comme les maladies inflammatoires du côlon, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Donc il faut aussi aller voir le gastro-entérologue pour qu'il aille faire des explorations endo-intestinales et vérifier que ce n'est pas une de ces maladies. Certaines femmes peuvent également présenter des signes urinaires. On parle d'endométriose vésicale quand l'endométriose se développe au niveau de la vessie. Il s'agit généralement de nodules, des lésions fibreuses qui ont tendance à infiltrer la vessie. Elles vont entraîner des douleurs pelviennes, des douleurs urinaires, des difficultés à vider la vessie, donc on appelle ça des dysuries, des envies fréquentes d'uriner et de petites quantités, on appelle ça la pollakiurie, et la présence parfois de sang dans les urines. Donc on va souvent prendre ça pour des signes d'infection urinaire. Mais quand on fait l'examen qu'on appelle l'ECBU, l'examen des urines, il revient négatif. Et je terminerai avec un symptôme qui malheureusement touche la plupart des femmes endométriosiques, c'est la fatigue chronique. En effet, les douleurs chroniques, cycliques, invalidantes, intenses, handicapantes ont tendance à limiter leurs activités quotidiennes, ce qui les rend inefficaces et induisent une perte d'estime d'elles-mêmes et l'impression de ne plus être à la hauteur d'aucune tâche. Elles se sentent incomprises par l'entourage, ce qui peut même mener à un isolement complet, un isolement qui lui-même contribue à un syndrome dépressif chronique majeur. Et vous le savez, lorsque l'esprit ne va plus, le corps lâche davantage. Et malheureusement, il risque d'entretenir l'inflammation du corps, et donc d'accentuer les douleurs, et donc le handicap, et donc accentuer l'incompréhension et l'isolement. Et là, on rentre dans un cercle vicieux. Tant que la douleur est présente, intense et qu'elle n'est pas gérée, la fatigue s'installe inévitablement et les symptômes psychosociaux défavorables tels que la dépression majeure restent. Donc, face à une femme endométriosique, douloureuse, la priorité, c'est de traiter, gérer sa douleur. Voilà, maintenant vous avez une idée de ce que c'est d'être atteinte d'endométriose. Et encore, ce n'est qu'un petit aperçu. De nombreuses femmes sont plus douloureuses, plus gênées ou même plus handicapées au quotidien et parfois désespérées de voir de nouvelles thérapeutiques faire surface pour se débarrasser de cette maladie. Donc maintenant se pose la question du traitement. Peut-on guérir de l'endométriose ? Eh bien, pour le moment, non. Mais nous pouvons soigner, accompagner, soulager et parfois même mettre en silence ou faire régresser les lésions lorsque le diagnostic est fait suffisamment tôt et que les traitements sont suivis correctement. Alors quels sont ces moyens thérapeutiques ? Ce sera le sujet de mon prochain épisode sur l'endométriose. Aujourd'hui, c'était une journée particulière. Nous sommes le 28 mars,
c'est la journée internationale de l'endométriose. Je souhaiterais donc finir en disant à toutes ces femmes atteintes d'endométriose, la médecine évolue. Les médecins sont mieux formés. On vous diagnostiquera beaucoup plus tôt. On diagnostiquera vos filles beaucoup plus tôt. Et on arrivera à vous soigner. On trouvera les thérapeutiques qui vont changer votre vie et améliorer votre confort. C'était Docteur Maman Solo, un cœur de maman soignant. À très vite.